Finis Salès, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux de Radio One. On va parler de presse et politique. Il y a quelques jours de cela, vous avez participé à un forum débat à l'IFM dans le cadre, je pense, d'une activité. On avait beaucoup de la nuit des idées qui a été célébrée un peu partout. Donc vous avez parlé, vous, de la relation entre la presse et la politique. Quelle relation il y a entre la presse mauricienne et la politique mauricienne? Théoriquement, cette relation devrait être conflictuelle, de par la nature de la politique et de la nature de la presse. La presse considérée, comme vous le savez, selon la formule consacrée comme le quatrième pouvoir, il faudrait peut-être redéfinir. Donc cette relation ne peut qu'être conflictuelle. Elle ne peut être incestueuse. Conflictuelle dans la mesure où les intérêts politiques ne sont pas les intérêts médiatiques. Conflictuel parce que le temps politique n'est pas celui du temps médiatique. Un exemple, la presse par exemple veut aller vite. Elle va vite. Elle va vite. Nous avons besoin de nouvelles, nous avons besoin de breaking news, nous avons besoin de battre nos concurrents, etc. Alors que le temps politique est le temps de la maturation. Un projet, je crois que Mitterrand qui disait, un projet prend du temps à se concrétiser. Il faut à peu près 2-3 ans, un bon projet. C'est dire que nous n'avons pas ce temps-là. Un exemple pour vous dire à quel point nous sommes sur deux plans totalement différents. Conflictuels, bien évidemment, parce que on ne peut pas se permettre, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Un candidat aux élections, un politique a une élection à gagner. Et pour gagner cette élection, il doit faire, et faire savoir. Donc il doit faire dans la communication. Et c'est là où le bas blesse à Maurice. On a tendance à croire que quand on a fait à l'université Mascom, corrigez-moi si j'ai tort, qu'on a appris à faire du journalisme. Le journalisme est un métier, est une profession totalement à part. Le journalisme n'est pas de la communication. Si on veut faire de la communication, on rejoint une équipe de marketing dans une presse quelconque, c'est-à-dire pour vendre un produit. Un politicien se vend, entre guillemets, maintenant, je n'utilise pas ce terme-là de manière péjorative. Il vend son produit, il vend ses idées. À la limite, s'il est un peu bête, il vend sa camelote. Mais il peut le vendre bien. Alors que le journaliste doit faire très attention entre ce qu'il faut retenir de l'essentiel et de l'accessoire qu'il est en train de nous fourguer en termes de bakchis, disons. Voilà à peu près la différence que je fais. Sauf que malheureusement, Maurice, compte tenu de à quel point Maurice est petit. L'exiguïté, pardon, de notre pays, compte tenu de nos rapports souvent très amicaux, nos relations très conviviales avec les politiques, on a tendance à, disons, à rabouter les aspérités, de pratiquer le donnant-donnant, pour avoir une nouvelle. On fait attention pour ne pas tomber dessus sur celui qui est votre source éventuellement. Donc, il faut faire attention à tous ces paramètres-là, et malheureusement, les jeunes ne font pas attention à ça. Ils n'ont pas été formés à ce genre d'école de rigueur pour savoir, par exemple, quelle frontière ne pas dépasser. On peut avoir d'excellentes relations avec des hommes politiques de tous bords, mais ne jamais dépasser la ligne jaune. C'est où la ligne jaune? La ligne jaune, c'est de rester dans le cadre de notre métier. Je disais ça justement à la nuit des idées, quand la question est venue sur le tapis, quand quelqu'un m'a posé la question. Quand on a des principes, une ligne éditoriale, alors la ligne éditoriale de Radio One est très simple. La consolidation, le respect de l'unité nationale, la consolidation de l'unité nationale. Veiller à
la liberté de la presse, l'expression de la démocratie, porter secours à la veuve et l'orphelin, entre autres thèmes, combattre l'injustice, les inégalités sociales, la corruption. Entre thèmes, quand on a ces valeurs fondamentales, on peut, en défendant ces valeurs, entretenir d'excellents rapports avec les politiques, et quand eux, ils dépassent ces limites-là, quand eux, ils ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait, nous, de notre métier, c'est là qu'on doit les critiquer, c'est là qu'on doit les mettre à l'index. Mais parfois, chacun est client de l'autre. On a besoin de vous, vous avez besoin de lui, vous allez chercher la petite phrase, le bon mot, vous faites un papier. Il y a vos équipes qui font, comme moi je l'ai fait, les conférences de presse. Il y a une question d'onde, mais chacun est client. S'il veut vous donner une information qui ne veut pas donner une autre information, il y a peur que cela finisse soit diffusé. Sinon, il va ailleurs. Il y a beaucoup de choix maintenant. Oui, il y a beaucoup de choix, tant mieux qu'il ait beaucoup de choix. Mais il faut qu'il fasse un choix crédible. Si vous allez donner votre information à n'importe quel journaliste bon, je ne veux pas critiquer des confrères, qui ne soit pas crédible, qui c'est qui va croire à la qualité de votre information, à la véracité, à l'authenticité de votre information? Nous, on ne court pas après les politiques. S'ils veulent aller se répandre ailleurs, de manière démagogique, où on encaisse tout, ça me fait plaisir que certains ont peur de venir, ou donnent le sentiment, refusent de venir en nous accusant de parti pris. Moi, j'aime bien qu'on m'accuse de parti pris parce que et le gouvernement m'accuse de parti pris et l'opposition. Donc, je crois que cette posture-là est la meilleure possible. Tout le monde est passé par là. Nous avons un principe et un équilibre, d'autant plus maintenant qu'on va vers une campagne électorale, il faudra faire très très attention. Comment, en tant que journaliste, vous êtes à la tête de la rédaction de Radio One, vous aidez ces journalistes à bien choisir? Parfois, il y a une information, on vient nous infiltrer. On va dire, bon, il y a quelque chose qui se passe, va un peu vers là-bas. Comment vous dites à ces journalistes, la presse, d'aller, mais peut-être c'est quelque chose qu'il veut toucher quelqu'un particulièrement? Alors, toutes les rédactions sont pratiquement jeunes, sauf quelques rédactions qui sont là depuis de nombreuses années, qui comptent des journalistes un peu plus âgés, donc un peu plus chevronnés. La rédaction de Radio One est très jeune. Donc, cette rédaction, les journalistes apprennent sur le terrain. Mais à chaque fois qu'il y a une conférence de presse politique, il y a un briefing avant que ces journalistes partent là-bas. Pas pour qu'ils aillent poser des questions, à la limite on ne pose plus de questions, vous savez pourquoi? Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi il y a Jean-Marc Pochet, M. Assier, moi-même, Jean-Claude, parfois Narène de Top FM, ce sont les seules personnes qui posent des questions. Mais parce que quand on pose une question intelligente, tout le monde reprend la réponse. Vous avez parlé de la multiplicité des médias à Maurice. Alors je pose une question intelligente, ils vont couper, si je donne une série de questions à mes journalistes, ils vont couper les questions, ça va être repris un peu par toutes les radios, toute la presse écrite, tous les médias sociaux, et on a l'air un peu cocu dans l'histoire. Donc, à la limite, on ne pose pas de questions. Ce qu'on fait, on fait un briefing avant la conférence de presse. On sait que le MSM fait une conférence de presse, le PMSD, le MMM. On sait quels sont les thèmes qui ont dominé l'actualité pendant la semaine écoulée, quelles ont été les différentes postures des uns et des autres. Quand on a fini la conférence de presse, on fait une mise en perspective nous-mêmes. On ne donne pas la possibilité. Bien évidemment, souvent, on exige, on demande une réaction par rapport à une phrase qui a été dite. Bon, ça... Il a dit ça, tout le monde peut... Moi, ça ne me gêne absolument pas. Mais on ne va pas au-delà de là. On préfère, nous, faire des mises en perspective. C'est-à-dire faire une radio intelligente, faire une nouvelle politique intelligente. Par exemple, disons sur les 5 crédits. Tout le monde en a parlé durant le cours de la semaine. Nous, on fait un résumé de tout ça, c'est-à-dire on fait un emballé, comme on dit, avec tout ce qui a été dit, et avec un chapeau, un lancement, on fait une mise en perspective, et là, tout le monde se retrouve. Tout le monde sait, les auditeurs savent
ce que pensent les partis politiques, ou du moins les politiques qui se sont exprimés sur ce thème. On parlait des conférences de presse. Il y a certains que Radio One sont là, d'autres, vous avez votre chose, ça je peux comprendre. Est-ce que pour le monde politique, c'est important la conférence de presse qu'on est là toutes les semaines? On va viser un peu Paul Béranger, Alain Gallo qui font des conférences de presse toutes les semaines. Est-ce que médiatiquement, ça a un effet ou bien tout le monde est fatigué? À la limite, moi, ça me gêne. Pas ça me gêne. Je ne suis pas enthousiaste. Une conférence de presse de Biggie Harriman, de Paul Béranger ou de Alain Gallo n'enflamme pas mon imagination. Forcément, c'est bon. À la limite, on sait. À la limite, on peut écrire déjà le texte avant de partir à la conférence de presse. Mais c'est devenu qu'on appelle incontournable. Ça se trouve, il y a parfois une phrase qui fait la nouvelle ou une prise de position qui mériterait de, par exemple, cigarettes en prison, par exemple, la bonne gouvernance, l'affaire, tout ce qui avait défrayé l'affaire de la présidente. On ne peut pas rater quand il y a des événements pareils. Sauf que nous, on met ça sur le tableau. Vous avez le tableau là, les différents événements qu'on appelle les fonctions. Les fonctions ne m'enflamment guère parce que quand on envoie des journalistes faire des fonctions, ils deviennent des fonctionnaires. Au lieu de chercher des nouvelles, on privilégie les conférences de presse. Mais les conférences de presse tous les partis politiques en France, que ce soit en Europe, donnent des conférences de presse, peut-être pas au rythme que cela se fait à Maurice, mais c'est un bon exercice démocratique par la même occasion. On a la possibilité d'interroger, d'interpeller des hommes politiques. Vous savez vous-même, les hommes politiques, en fin de compte, sont très accessibles. On n'a qu'à téléphoner à un ministre, facilement. Plus facilement un ministre qu'un attaché de presse. Je l'ai dit 10 000 fois. Hein. Les attachés de presse sont très pris, hein, ils n'ont pas le temps. Donc je téléphone de temps en temps pour avoir un background, etc. À des ministres qui répondent. Et le Premier ministre lui-même se prête à cet exercice. Très souvent, quand il sort d'une fonction, entre guillemets, on lui colle un téléphone sous le nez et on lui pose une question. Et ça, bien évidemment, ça nous avance en termes d'espace démocratique à explorer et qui s'est élargi avec le téléphone portable, avec la radio. Et je crois que c'est important que ce soit ainsi. Maintenant, il y a le phénomène des web TV. Je suis une web TV. Radio One aussi, je vois son caméraman des fois sur le terrain. L'élément de web TV maintenant qui vient de plus en plus. Bon, on écoute un flash, n'importe quel journal, bon, ça passe, ça reste de l'autre côté, mais quand vous avez quelque chose qui reste sur une plateforme, là, s'il y a quelque chose de mal, c'est un support, je pense, indispensable. Mais tout le monde n'a pas accès à ça pendant toute la journée. On est dans sa voiture, on préfère mettre la radio et écouter les flashs ou les breaking news, etc. Et éventuellement, si on a le temps d'aller sur le web TV ou sur d'autres plateformes qui diffusent des nouvelles. Il est évident qu'on bouge dans cette direction parce que les progrès technologiques vont nous y contraindre d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ne vont pas suivre vont mourir en cours de route, forcément. Mais est-ce que les hommes politiques mauriciens sont conscients de ça? Non, ils ont été conscients, on a eu les membres, quand ils sont nés par l'électorat. J'ai l'impression qu'ils se rendent compte de ça. D'où les précautions qu'ils sont en train de prendre en ce moment, muscler un peu les lois, souvent peut-être avec raison, parce qu'il y a des dérapages les plus inacceptables. J'ai vu sur une plateforme tout récemment des propos, mais éminemment racistes, de nature à mettre le feu dans ce pays. Et j'ai cru comprendre par la suite que ce monsieur-là, l'auteur de ces propos, a été arrêté, il va passer en cours, etc. Mais donc il faut faire extrêmement attention. Alors je ne dis pas qu'il faut. Il est évident que je suis hostile, réfractaire à toute censure, appelée à la responsabilité, mais
là il faut sévir, forcément il faut sévir. Alors c'est tellement facile pour un sniper embusqué en position couchée de manière tout à fait anonyme de vous tirer dessus alors que vous n'avez aucune possibilité de vous défendre. Et là, personnellement, je ne réponds jamais sur Facebook à une polémique. Jamais. Parce que 10 000 crétins vont profiter de la situation pour vous tirer dessus. Vous avez dit le bon mot, fini, on va parler pendant quelques minutes de polémique. Polémique, c'est quoi? C'est une quoi? Tout le monde, on entend les mêmes personnes, les mêmes personnes, mais... je vous arrête tout de suite. Vous entendez les mêmes personnes sur Radio One, comme on entend les mêmes personnes sur les autres radios. Les autres radios, oui. Une fois, on venait de commencer Polémique, et il était ahuri des critiques qui étaient formulées, pour plus tard revenir après en juste proportion, vous dire, ceux qui sont contents ne téléphonent jamais. Les mécontents qui téléphonent, ceux qui ont des choses à critiquer qui téléphonent. Tant mieux, ça fait partie de notre jeu démocratique. Lors d'un cocktail, j'en parle à Ramblon, je lui dis, écoute, tu n'as pas l'impression que c'est grave, toutes ces critiques toutes les semaines? Et il fait un sourire, il me dit, pas t'as cassé ça, 50 du monde qui peut cause que toi. C'est même du monde qui peut cause partout. Et c'est vrai. Je peux vous donner une liste de ceux qui téléphonent. Oui, une liste, les mêmes et de leur région, les mêmes qui nous téléphonent ici, qui téléphonent ailleurs, sur d'autres plateformes pour le même type d'émission. Donc, ça ne me gêne pas. Disons que Polémique a le mérite d'exister. On a commencé en premier, comme vous le savez, et on ne permet aucun dérapage dans Polémique. On ne censure pas brutalement. J'ai écouté la fois dernière, je ne sais pas, quelqu'un, pour ne pas le citer, Nazir de Providence, téléphonait à une radio et il critiquait un homme politique. L'animateur l'a arrêté tout de suite, avant même qu'il ait commencé. Je trouve ça bête. Si l'animateur ne maîtrise pas lui-même la chose politique, ben il aura peur aussitôt que son interlocuteur commence à parler. Vous dites les mêmes personnes téléphonent, donc ces mêmes personnes qui téléphonent depuis l'existence de Polémique savent ici qu'il y a des limites à ne pas franchir. Jusqu'où ils peuvent. Ils savent qu'ils ont toute la liberté de critiquer dans les limites de la loi, de manière élégante, mais pas d'insulter, etc. Vous avez toujours le petit bouton rouge à portée de main. Je ne l'utilise jamais. Parce que ils savent, les 33, 35 appels que nous recevons dans Polémique tous les samedis, ils savent qu'ils ne peuvent pas dépasser une certaine limite. Donc je n'ai même pas besoin d'avoir le doigt sur le bouton rouge et le retardateur. Vous avez des émissions politiques. Est-ce que l'homme politique mauricien aime des émissions de radio? Face à face avec Richard. Écoutez, quand il débarque dans une émission politique, là c'est donnant-donnant. Il sait qu'il doit profiter pour faire passer ses idées, mais le journaliste sait aussi que c'est le seul moment où il pourra, dans le cadre d'une émission sereine, loin des vociférations des camions publics, de meetings publics, discuter d'un thème important, des sujets de société par exemple, comme la légalisation du cannabis, comme la violence à l'école, comme la place de la femme dans la société, les femmes entrepreneurs. Il y a des thèmes qui sont des thèmes de société et c'est le seul moyen pour le journaliste d'avoir les opinions d'un homme politique, c'est autour d'une table lors d'une émission. Mais est-ce que ces hommes politiques-là, sans donner de nom, ils demandent des questions en avant? Peut venir dire, bon, vous savez, je vais venir, mais on ne va pas parler de la position de X, Y, Z, parce que c'est un peu frileux. Certaines demandent pas des questions, jamais ils vont oser demander des questions, si on leur dit que nous on ne fait pas d'émission. Et ils disent quels sont les thèmes. Ça c'est tout à fait normal. On prend 4 thèmes,
les thèmes sont déterminés. Je ne vais pas tout inventer un cinquième en cours de route, à moins que l'actualité tombe en même temps que l'émission, et là, il ne pourra pas faire autrement que de commenter ce nouvel élément d'actualité. Mais d'une manière générale, les thèmes sont déterminés à l'avance. D'ailleurs, on fait la promo sur ces thèmes-là. Et évidemment, quand il arrive, je ne vais pas lui demander est-ce que vous allez démissionner ou quand vont se tenir les élections législatives. Comment vous voyez un peu la situation politique? On va un peu dans le domaine un peu plus politique. Comment finit ça se voit un peu la situation politique du jour en mettant hors de perspective le Public Council? Oui, bien sûr. Comment vous voyez un peu là? Tout ce qu'il y a de plus limpide et plus ce qu'il y a de plus flou par la même occasion. Limpide, si on croit tous les leaders politiques, chacun va aller seul aux prochaines élections. Ils ont été échaudés par des alliances, surtout le MMM et le Parti travailliste, le MMM et le MSM, le Parti travailliste et le MSM, qui ne peuvent pas cohabiter pour des raisons sociologiques, techniques, tout ce que vous voulez. Le MMM Parti travailliste pour ce qui s'est passé à la dernière alliance, chacun sera responsable de l'impopularité de l'autre. Donc, si on croit les leaders politiques, chacun ira seul. Donc, si chacun va aller seul, personne ne pourra avoir une majorité entre guillemets gouvernable. Nous irons vers une situation à l'Allemagne. En Allemagne, ça se passait de cette manière-là. En Autriche, en Belgique, en Italie, etc. Avec des coalitions après les élections. Donc 76 que vous avez vécu en tant que membre de la partie politique. C'est un remake un peu de 76, avec le MMM obtenant une majorité, mais une coalition du Parti travailliste et du PMSD a permis de renverser cette victoire. Ce sont des choses, parce que quand on accepte les règles démocratiques, c'est comme ça. Celui qui détient une majorité devient Premier ministre. C'est comme ça partout. En 83, à la rupture, ça a été comme ça. Le cartel qui s'est constitué autour de Annie Rothschild à l'époque lui a permis de garder le pouvoir, etc., de continuer. Donc, si on croit les partis politiques, bon, ça paraît simple, mais est-ce que dans la pratique, plus qu'on va s'approcher de l'échéance, est-ce que ce principe-là va se tenir? On ne peut pas savoir. Les intérêts sont tellement divergents, mais on sent que chacun se ménage. Oui, ça je peux dire, oui, chacun est certain de ménager, bien savoir où pousser les pions, même choisir les mots. C'est comme dans un match de foot, personne ne veut se blesser avant un grand match. Donc, parfois, les questions, je ne dis pas que toutes les questions du leader de l'opposition sont pas travaillées, disons, mais on sent parfois qu'il ménage. Ce n'est pas tout le temps que les questions sont pertinentes. Le leader du MMM reste souvent très silencieux à l'Assemblée nationale. Il prend quelques thèmes, mais il ne veut pas, on dirait, créer beaucoup de turbulences et de remous. Donc, ils sont dans une situation, en fin de compte, très délicate. Quand on a accepté le principe d'une alliance après, c'est un peu comme les primaires au Parti socialiste ou à l'UMP en France à l'époque. On fait des primaires. Donc il faut faire attention parce qu'après, comment vous allez dire aux électeurs de voter pour ce type-là? Donc moi je crois que cela aura le mérite, la campagne électorale, dans la perspective d'une alliance post-électorale, cela aura le mérite de calmer un peu l'agressivité d'une campagne électorale à laquelle nous avons été habitués jusqu'à maintenant. Quel sera le rôle des partis émergents? On appelle ça petit parti, ils n'aiment pas être dit petit parti. Bon, vous avez Résistance Alternative, il y a d'autres groupes qui sont en train de monter, Comité 13 octobre, tout ça. Vous savez autant que moi que les partis politiques se sont décrédibilisés pour 1000 raisons, promesses non tenues, fraude et corruption, etc. Entre autres.
et que peut-être les petits partis vont émerger. Tout dépend sur la dose de proportionnelle, forcément. Là, ça va permettre une représentation plus équitable. Je pense surtout à Résistance et Alternative, forcément. Et même s'il bénéficie d'un vote de sympathie, ça risque de peser lourd éventuellement dans la balance pour après. Mais selon vous, Finney-Salles, quels seront les enjeux pour cette campagne qui vient? On parle beaucoup de nettoyage, je pense que l'ICAC va être au milieu des pénalisations du Grandia ou pour les besoins thérapeutiques. Il y a beaucoup Alors d'abord, en termes de fraude, de corruption d'image, il est évident que le leader du MSM devrait procéder à un immense nettoyage. Personnellement, lui, il n'y a que la casserole Medpoint. Et si ça se trouve, au moment où on parle pour cette interview, le Privy Council va le blanchir, donc il va revenir avec une nouvelle virginité, et on pourra difficilement lui reprocher autre chose que ça. Ok? Donc, si lui, il s'en sort bien, il ne va pas permettre à ceux qui ont tellement mauvaise réputation autour de lui d'agir comme des poulets qui vont le retenir au sol. Il faut qu'il se délaisse de ces sacs de sable pour que son ballon de montgolfière puisse monter. Donc s'il revoit son réservoir de candidats, ben là, il pourra peut-être dire, bon, ben, j'ai des chances, et de pouvoir, si vous voulez, par la suite, négocier mieux avec soit le MSM, soit avec le MMM, soit avec le Pastorize. Le PMSD gagnerait aussi à faire un bon choix. Enfin, c'est pas une entreprise familiale ou une entreprise de copains. Donc il faut que ce soit crédible. Moi je crois que le Pastorize aussi, là c'est un peu plus délicat. David Ramgoolam est devenu exactement comme Béranger, un asset and a liability par la même occasion. Hein? Alors est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'avec Boulet il n'y aura pas plus de chance? Ça c'est une boule de cristal. On ne peut que faire des hypothèses justement sur la situation politique. Quand vous regardez un peu Facebook, Finney-Salles, vous voyez, on parle beaucoup de mots, c'est le mot qui vient, il faut mettre dehors les dinosaures. Est-ce que la politique mauricienne aime ces dinosaures de qui on parle? C'est pourquoi ils sont poussintés, ils sont en train de dépasser un très large âge. Je pense que Facebook est crédible. Ce sont des jeunes aussi, ce sont des jeunes politiciens qui veulent... Il y a eu le printemps arabe à cause de Facebook, à cause des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de révolutions qui ont été faites, surtout en Afrique, à cause des réseaux sociaux. Cette communication qui passe très bien, les gilets jaunes par exemple en France travaillent sur les réseaux sociaux pour les rendez-vous clandestins, etc. Donc je ne néglige pas le Facebook ou l'expression d'un certain ras-le-bol, l'expression si vous voulez, d'hostilité envers les uns et les autres. Mais quand il y aura la campagne électorale, c'est-à-dire l'hystérie d'une campagne, Facebook va passer au second plan forcément. Vous pensez que cette fois-ci, ce sera moins que la campagne de 2014 où une grosse partie de la communication a été faite pour ce réseau social? Maintenant, il y a des lois. On ne peut pas faire des vidéos comme ils ont fait en 2014. Non. Si vous avez un beau communicant, il va savoir avec un beau légisme comment tourner, mais reconnaître. Je pense qu'il y a beaucoup de partis que je pense qui favorisent les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'aller faire une campagne. Ils font une campagne technologique, c'est-à-dire les jeunes qui veulent à tout prix toucher les jeunes. Est-ce qu'on se laisse convaincre par Facebook? Oui, parce que quand un jeune, comme vous savez, les jeunes
parce qu'ils ne lisent pas les journaux. La chose là, ils se réveillent, c'est Facebook, vous avez des petits-enfants et des enfants. Je suis sûr que le matin, les nouvelles, vous apprenez, ils apprennent les nouvelles sur Facebook. Même vous avez une page Facebook, moi-même, le matin, quand je joue mon Facebook, ben, j'ai des nouvelles. Oui, il y a plein de nouvelles, bien évidemment, mais est-ce que Facebook va peser lourd? Comme je ne maîtrise pas tout ça, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'études qui ont été faites jusqu'à maintenant sur Maurice pour prouver que ça est susceptible de gagner l'élection. Tout à l'heure, on a parlé des partis mainstream, comment dire. Quand on regarde un peu les sondages, on a un pôle de nous, sans décision, qui n'ont pas d'opinion, mais c'est-à-dire, on pourra dire, ils ont des opinions. Le plus grand parti, c'est le parti des indécis. Et les indécis, on ne peut pas les convaincre de manière démagogique. Ces indécis-là, ils sont indécis parce qu'ils sont plus ou moins intelligents. C'est-à-dire, ils ne vont pas participer à l'hystérie, à un débat stérile, à des polémiques inutiles. Ils réfléchissent. Donc, ils disent, on va attendre. Et le parti politique qui pourra convaincre les indécis, manifestement, va gagner les élections. C'est là où ça... Alors, il y a une partie aussi qui est un peu mouton de pagneuse. Des centaines et des centaines d'indécis prennent leur décision quand ils voient qui c'est qui va gagner. Donc, on vote pour celui qui va gagner, pas pour celui qui va perdre. Bon, il y a ce facteur-là, manifestement, à prendre en considération. Donc, c'est la photo du dernier grand meeting, du meeting du premier. Qui dépend du build-up, de la dynamique qui va être créée, si vous voulez, pendant la campagne électorale. Rien n'est joué. On sait bien qu'une campagne électorale, c'est le dernier mois, les dernières semaines qui comptent. Qu'est-ce que Réjoine, vous avez préparé pour cette campagne qui vient? Est-ce que c'est en préparation? Vous faites des numéros zéro? Oui. Ou vous êtes en mode réflexion? On est en mode réflexion. Il y a peut-être plus d'une année encore à attendre. Mais si les élections arrivent cette année, on est prêt parce qu'on a l'habitude maintenant. Ça fait 3 élections qu'on a couvert en 15 ans. Est-ce que vous allez favoriser des débats, c'est-à-dire des débats multi-partis? On ne va pas aller. Même là, on fait attention. Quand il y a des congrès, quand il y a même des conférences de presse, on ne parle pas, on ne rapporte pas les propos haineux. On coupe, on ne reprend pas tout ce qui est inutile. Si la personne fait une conférence de presse ou fait un congrès en donnant le sentiment qu'il est tué un camion quelque part, on coupe ça. Ça ne nous intéresse absolument pas. On ne prend que ce qui est newsworthy. On va couvrir les meetings de la même manière, on va couvrir les congrès nocturnes de la même manière, avec des reportages bien évidemment sur les grands enjeux. Ça va faire partie des débats que nous allons organiser dans le respect de l'équilibre pour que personne n'aille se plaindre à l'IBA. Donc, est-ce que vous allez faire une page spéciale élection dans les grandes journées, carnet de campagne? C'est un peu la tarte à la crème habituelle. Vous êtes journaliste, vous savez comment ça se passe. Moi, je me tourne entier, je n'ai pas le temps de filtrer, je donne les personnes de voir aussi. Mais dans quelques années, finissez là, on va aller sur ma plateforme pour savoir ce que Béranger a dit. Ah oui, j'ai vu sur toutes les plateformes, voir un peu ce que les... Dernière question, on a parlé de la relation entre les journalistes et le pouvoir. Comment on peut bloquer cette maladie? On est tellement proche des hommes politiques que parfois, on sort de la presse. Vous avez deux journalistes que j'ai bien connus qui sont maintenant attachés de presse. Fabien Victor et Fabien, et on est là. Alors, c'est bon, je vous remercie pour cette question intelligente, comme dirait un politicien de mes amis. Il n'y a que 2 chez nous. On peut compter ailleurs? Disons 8, 9. On va pas dire non, on parle pouvoir. Oui, non, mais si certainement. On peut difficilement empêcher un journaliste qui a bien fait son boulot par rapport au salaire qu'il touche d'essayer de voir ailleurs quand on va multiplier par 3 ou 4 son salaire s'il devient attaché de presse, plus les avantages que cela lui procure en termes de voiture, voyage, etc. Ça, c'est un peu légitime. Mais sauf qu'il y a des mercenaires de la presse qui travaillent
pour devenir des attachés de presse. Ne me dites pas que vous ne les connaissez pas. On les connaît. Alors, ce qui est gênant pour la libre circulation de l'information, ce qui est gênant pour la liberté de la presse, et là je pèse bien mes mots, ce qui est grave pour la démocratie, que quand on sort d'un journal, quand on sort d'une radio pour devenir attaché de presse, qui vous favorisez quand vous êtes attaché de presse? Votre ancienne rédaction, non? Oui. Est-ce que vous êtes favorisé? Absolument pas. Dans le domaine du sport, dans le domaine du tourisme, avec ces deux personnes qui sont absolument pas. Nous sommes logés à la même enseigne, sinon on est plus désavantagés. Mais je connais des attachés de presse qui téléphonent aux radios d'où ils étaient employés pour donner des scoops. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Comme vous avez une rédaction perd en même temps 8 éléments. Mais vous avez des tonnes d'informations qui rentrent. Vous savez ce que X va faire dans une semaine, ou va dire la petite phrase. Vous pouvez avoir un enregistrement d'une réaction qui va sortir sur une radio. Sauf que moi, comme je ne jette pas la pierre. Je dis qu'on ne peut pas empêcher un journaliste d'aspirer à devenir attaché de presse. J'ai moins de... Parce que j'étais un journaliste qui devient politicien, oui. Ça, il n'y a pas de problème. On décide d'arrêter sa carrière, de se jeter dans l'arène politique, ou d'arrêter sa carrière politique pour revenir à ses anciennes amours, sans donner l'impression, le sentiment ou des preuves qu'on soit parti pris. J'ai passé des années au purgatoire avant de pouvoir revenir sur le plan politique, c'est-à-dire dans le domaine journalistique et médiatique. Dernière petite question, est-ce que le médiatrice aura un rôle pour les journalistes, pour les former? Je sais que j'ai été formé par le CFPJ, qui a mis très droite, c'est ça, soit communication, soit journaliste, et ne pas faire le retour. Le médiatrice a le mérite d'exister. Parce que pendant de nombreuses années, malheureusement, l'ancien régime avait laissé pourrir la situation parce que vous ne pouvez pas nommer des gens, etc. Que ces nominations soient politiques, bon, forcément, on le sait. Je suis assez blasé maintenant pour dire oui ou que ces nominations sont politiques. Mais il y a des gens qui sont bien au sein du Media Trust et que si le fric est là pour assurer la formation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je crois que le Media Trust fait bien. Il y a des gens qui partent, il y a des animateurs, des formateurs qui viennent, et ça c'est pour le plus grand bien de notre métier. Quand élection? Je ne sais pas, je ne suis pas dans une boule de cristal. Alors, je peux vous dire ce que tout le monde dit, que Pravin Jugnauth attend le verdict du Privy Council, qui va s'en sortir peut-être dopé, requinqué, qui va procéder à un nettoyage, à commencer à couper des têtes. On va arriver au jeu des îles, qui va créer, même si on n'avait pas la finale de foot, qui va certainement créer un fil de facteur dans le pays. Ça va ressouder le pays. Et puis quand on verra le métro express, tout le monde parle de métro express, non, pas le route de métro express. Au moins une fois. Au moins une fois. Tout ça risque de peser dans la balance et déterminer la date des élections. Puis il y a le budget qui va arriver. On va voir, le budget sera une indication de la date des élections. Déjà, il a commencé par l'éducation gratuite, l'augmentation de la pension, etc. Il y aura certainement d'autres mesures, mais d'importance, je ne dis pas de démagogie, mais populaire. Tout cela sera une indication. Pénissales, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.